Je voulais démarrer cette séance, qui évidemment les conditions sont un peu chaotiques, hein, mais on résiste. C'est le principe de l'IE de Paris. On lâche rien, on est résilient, et donc on a quelques personnes qui nous ont rejoints, et puis il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Donc je salue tous les connectés, et je remercie nos intervenants, donc Nordine Nam qui va intervenir en particulier ce soir, et puis nos intervenants habituels qui sont là ce soir aussi. Et Joël, merci d'avoir organisé et d'avoir tenu l'organisation avec l'aide de Stéphanie et de tout le monde. C'est comme ça qu'on se débrouille. C'est toujours évidemment des moments de tension quand on avait prévu de vous recevoir ici. Alors on est en train de refaire les salles et de réjauger les salles, parce que c'est à la mode. Alors on appelle ça des risques opérationnels qu'on doit gérer. Mais ce soir, c'est un de nos sujets un petit peu favoris, hein. C'est sur le marché d'échange, hein, savoir un petit peu comment tout ça va évoluer, savoir un petit peu comment les acteurs vont anticiper ce qui va pouvoir se passer. Donc voilà, je voulais remercier pour cette première séance en fait du club qui se déroule cette année, et de pouvoir aussi tester nos moyens techniques, puisque en tant que financier, on a aussi essayé d'équiper nos salles pour que ça fonctionne quand même de façon à peu près correcte. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants sans plus tarder, et vous souhaiter une excellente soirée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais vous avez un chat. Alors, le chat, on ne va pas l'afficher en permanence. Je vous suggère de poser vos questions. Je vous suggère de poser vos questions sur le chat, et au bout d'un moment, je dirais qu'on regardera le chat de façon à répondre aux questions. Donc il faut conserver le quart d'heure, ou au bout d'un quart d'heure, ou tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Ce sont nos nouvelles modalités pédagogiques. Maintenant, tous les quarts d'heure, 20 minutes, on fait un point avec les participants qui ont des questions à poser. Voilà, alors tous ceux qui sont à distance et tous ceux qui ont pu venir ici, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Merci Eric. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je commence juste en 2 minutes par me présenter. Donc moi je suis Grégoire Mauger, je suis en charge des équipes de vente, salle des marchés pour Natixis, pour le support de tout ce qui est couverture de change, à la fois pour les corporates et les institutionnels. Donc j'interviens depuis quelques années maintenant à l'IAE en master. Voilà, et je suis venu accompagné de l'éminent Nordine Nam, qui est donc notre expert leader stratégiste Forex et Emerging Market. L'idée, c'est effectivement de parler un petit peu de ce qu'est notre quotidien, à savoir l'environnement d'échange, ce qui s'est passé, mais le but, c'est pas trop de perdre trop de temps sur ce qui s'est passé, même si c'est important de donner quelques éléments de contexte, mais essayer de comprendre un petit peu où on va sur le marché d'échange, sur le dollar en particulier, quels sont les éléments importants à surveiller. Nordine va vous expliquer comment il voit les choses, comment on voit les choses. Et de mon côté, je serais ravi de répondre après, si vous voulez, à des questions plus concrètes par rapport à ce que peuvent avoir à faire, vouloir faire, veulent faire les clients dont vous faites peut-être partie, ou dont vous ferez peut-être partie, pour donner un petit peu des éclairages par rapport à ça. Donc je vais passer tout de suite la parole à Nordine. Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux pour la thématique du marché d'échange. Merci Grégoire. Donc effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est le change, et en particulier le dollar. Le dollar qui a pas mal corrigé donc, au cours de cet été, qui a surpris un petit peu, parce que je vous rappelle, l'euro-dollar est passé de 1,12 au plus bas en juin jusqu'à 1,20 fin août, début septembre. Donc on a eu 8 figures d'un seul coup en quelques semaines, et ça soulevait beaucoup de questions sur l'évolution du dollar, sur est-ce qu'on est rentré dans une phase, une baisse séculaire, etc. Enfin, on verra les différentes thématiques ce soir. Justement, donc on retrouve
ces différents thèmes qu'on va aborder. D'abord, la récente correction, est-ce qu'elle laisse entrevoir une baisse séculaire du dollar? Ensuite, plus sur le court terme, c'est les élections américaines. Est-ce qu'elles vont apporter de la volatilité? On devine. Est-ce qu'elles vont comment ça va se dérouler? Est-ce que ça va avoir un impact sur le dollar? Est-ce que ça va changer aussi la donne à moyen terme? Ensuite, la question qui revient, c'est l'évolution du dollar, de l'euro-dollar et non pas du dollar. Comment il va évoluer et est-ce que la BCE va laisser faire une telle baisse du dollar? Et puis, la question qui revient souvent, c'est quelle alternative au dollar, sachant qu'on envisage une correction dans les prochains trimestres. Et enfin, on terminera sur quelques devises, notamment le sterling, sachant qu'il y a une actualité chargée avec le Brexit, et puis les devises émergentes qui ont été pas mal chahutées et qui restent encore très fragiles pour le moment. Alors on va attaquer dans le vif du sujet, on va revenir un petit peu sur le passé. Donc la récente correction du dollar, est-ce qu'elle va se poursuivre et à quel rythme? Donc là-dessus, on retrouve sur ce graphique un indice dollar. C'est un panier de devises, de 6 devises contre dollar. Et donc, ça reflète l'évolution du dollar contre ces 6 devises. Donc, une baisse laisse entendre qu'effectivement, le dollar a corrigé. Et on voit que pendant un moment, le dollar était relativement stable. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid en février-mars. Il y a eu une certaine volatilité. On a eu un dollar qui a rebondi, qui a joué le rôle de valeur refuge. Et puis, rapidement, donc, il est reparti à la baisse quand la Réserve fédérale a réagi en injectant énormément de liquidités, en mettant en place aussi ce qu'on appelle des lignes de swap auprès des autres banques centrales. En fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand on a une crise comme celle du Covid ou comme en 2008, la difficulté, c'est de trouver cette liquidité dollar et ça se traduit par de fortes tensions sur certains marchés. Et les banques, les entreprises ont le plus grand mal à trouver cette liquidité. Donc, rapidement, cette fois-ci, la Fed a réagi, a mis en place des lignes de swap de change avec les grandes banques centrales des pays avancés, mais cette fois-ci aussi, elle l'a fait avec certains pays émergents. Donc, ça a permis de tout de suite de réduire le stress qu'il y avait sur les marchés et donc au dollar de repartir à la baisse, revenir sur les niveaux d'avant-crise. Sauf qu'au début de l'été, on a eu clairement un effondrement du dollar contre l'ensemble des devises et non pas que contre euro. Et donc voilà, on en est là. Alors depuis début septembre, on a un dollar qui a rebondi un tout petit peu. C'est vrai qu'on a un dollar qui rebondit à chaque fois qu'on a de l'aversion pour le risque. Il joue le rôle de valeur refuge. Et depuis septembre, on a eu pas mal de nouvelles. Donc à la fois la chute des valeurs techno. On a eu également aussi la BCE qui a réagi en disant qu'un euro trop fort, c'était pas à son avantage. Et puis donc on a eu également les incertitudes sur les élections US avec Biden, on verra par la suite, qui prend le large par rapport à Trump. Voilà, donc tous ces éléments ont soutenu le dollar depuis septembre, mais on pense que le dollar devrait continuer à baisser dans les prochains trimestres. On va rentrer dans le détail. Donc, si maintenant on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on regarde aussi maintenant ce que calcule la Fed, ce qu'on appelle le taux de change effectif nominal, c'est-à-dire le taux de change d'une devise par rapport à l'ensemble des devises des partenaires commerciaux. On va prendre par exemple pour l'euro, le taux de change effectif de l'euro, ça va être 17% de l'euro-dollar. Si les exportations vers les États-Unis, c'est 17%, on prendra 17%. Si c'est 20% vers le UK, donc on prendra 20% du taux de change contre le UK, etc. Donc on calcule comme ça un taux de change effectif nominal. Et donc la Fed calcule un taux de change des pays du G10 et des pays émergents. Donc d'une part, on se rend compte que le dollar a corrigé essentiellement à gauche en bleu
contre les devises du G10, alors que le dollar a continué à s'apprécier contre les devises émergentes. On retrouve à gauche, donc en rouge, la courbe qui continue de progresser. Donc, on voit bien que malgré la faiblesse du dollar, les devises émergentes ont continué de se déprécier, ce qui montre que leur faiblesse actuelle. Et à droite, c'est le même graphique, mais c'est un ratio pour souligner vraiment la faiblesse des devises émergentes par rapport aux devises du G10 d'une part, et puis contre dollar. Maintenant la question, voilà, c'est jusqu'où va la correction du dollar. Donc maintenant déjà quand on regarde comme ça rapidement, on se rend compte que la correction pour l'instant reste limitée contre les pays du G10, c'est-à-dire les grands pays avancés. On se rend compte que la faiblesse, la correction est limitée, et donc il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter, mais on peut se poser des questions. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va corriger beaucoup plus, sachant qu'à l'époque de la crise des subprimes, on avait corrigé beaucoup plus. Le dollar avait rebondi par la suite parce qu'il y avait eu la crise grecque, la crise des pays européens, la crise européenne, et qui avait permis au dollar de rebondir significativement, et donc finalement il n'a pas pu baisser comme on aurait pu le penser suite à la crise Lehman en 2008. Donc maintenant la crise de Covid n'est pas terminée, mais disons elle devrait moins peser sur les actifs risqués normalement, et donc le dollar devrait reprendre le chemin de la baisse qu'il a amorcé, sachant qu'on le verra par la suite. Les taux ont beaucoup baissé, et les fondamentaux de manière générale de l'économie américaine se sont pas mal dégradés. Voilà, donc maintenant, c'est les éléments qui ont pesé sur le dollar. Donc c'est à la fois des éléments cycliques et structurels. Donc cyclique, c'est d'une part la baisse des taux courts de la Fed jusqu'à 0,25, et puis le fait qu'elle ait laissé entendre qu'elle laisserait inchangée jusqu'en 2024. Donc elle donne la visibilité sur sa politique monétaire, et puis elle a mis en place une politique monétaire non conventionnelle. C'était déjà le cas depuis quelques temps, mais là, elle a mis vraiment le paquet. C'était vraiment le bazooka, avec différentes facilités, à la fois pour monétiser la dette publique américaine, mais également aussi la dette corporate, immobilière, etc. Et ça se traduit par une forte hausse du bilan. On est à plus de 7 000 milliards au niveau du bilan de la Fed, et donc une offre de dollars importante. C'est la planche à billets qui est en place, et plus on offre du dollar, et plus normalement ça devrait peser sur la devise. Il y a aussi le changement de politique monétaire. Elle a changé un petit peu récemment. Donc maintenant, son objectif, c'est la moyenne de l'inflation et non pas l'inflation tout court, ce qu'on appelle l'AIT, Average Inflation Target. Maintenant, elle ne vise plus donc les 2%, mais plutôt une moyenne de l'inflation, ce qui laisse là aussi penser qu'elle ne remontera pas ses taux si l'inflation passe légèrement au-dessus de 2%. Elle ne sera pas pressée de la remonter, en tout cas tant que la croissance ne sera pas suffisamment forte, et notamment l'emploi. Et ça aussi, ça laisse penser que les taux courts vont rester durablement bas, et en particulier les taux réels. Ce qui nous importe le plus, c'est vraiment ça. Ils vont rester durablement négatifs, et ce n'est pas un facteur de soutien au dollar à moyen terme. Enfin, donc, les facteurs structurels, ça c'est pour le moyen terme, c'est l'insuffisance d'épargne qui s'est effondrée. Je ne parle pas de l'épargne privée, mais globale, celle du pays, qui s'est effondrée avec un déficit public qui s'est creusé. On a atteint 16 à 17% de déficit cette année, et on sera encore autour de 10% l'année prochaine. On va avoir un déficit courant qui repart à la baisse, et puis donc encore une fois la Fed qui va rester durablement accommodante. Tous ces éléments vont clairement peser sur le dollar à moyen terme. Et là-dessus, donc on va passer en revue les différents éléments. Donc cyclique tout d'abord, avec l'évolution des taux courts. On retrouve en bleu à gauche les Fed Funds qui sont revenus à zéro quasiment. Et puis à droite, l'évolution du dollar, des XY, donc contre 6 devises. Et puis les taux réels américains, taux Fed Funds réels. On voit qu'il y a une certaine relation. Donc ces taux réels Fed Funds vont rester
taux Fed Funds réels vont rester négatifs maintenant pendant un moment, sachant que l'inflation va être légèrement au-dessus de 1,5%, voire 2%, et que les taux courts vont rester autour de 0,25. Donc dans ce contexte, on aura des taux réels très négatifs. Et ça, c'est clairement négatif pour le dollar. Là maintenant, quand on compare les taux courts par rapport aux autres pays maintenant, et notamment les pays du G10, on peut se rendre compte qu'on a un spread de taux, ce qu'on appelle un spread de taux, donc, qui est défavorable au dollar. Donc on le retrouve à gauche sur le graphique en rouge. Donc ce spread de taux, ce différentiel de taux entre États-Unis et les pays du G10, clairement est défavorable au dollar et c'est beaucoup dégradé. C'est lié donc à cette forte baisse des taux courts américains. Et puis toujours en termes cycliques, c'est le différentiel de croissance entre États-Unis et Europe. Donc là, on a eu, je vous le disais en début, donc un rebond assez conséquent de l'euro-dollar jusqu'à 1,20. C'était lié aussi au fait que durant cet été, il y a eu aussi des enquêtes d'activité en Europe qui étaient bien meilleures qu'attendues, et notamment qu'aux États-Unis. Alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant en septembre, mais maintenant, donc, le marché anticipe une reprise un peu plus forte en zone euro, et puis en tout cas un peu plus forte qu'aux États-Unis. Et on retrouve un petit peu cela à travers ce différentiel de prévision de croissance de PIB entre les États-Unis et la zone euro. On voit que donc, ce différentiel est quasiment de 2 points. Donc l'Europe ferait mieux que les États-Unis de 2 points l'année prochaine. C'est lié aussi au fait que la croissance européenne sera plus négative cette année. Donc il y a un effet rebond plus conséquent. Mais on voit quand même que ça a été aussi bénéfique à l'euro. Et on verra par la suite qu'il y a d'autres facteurs qui ont soutenu l'euro-dollar durant cet été. Toujours en termes cycliques, voire même techniques, on a donc face à ces dégradations de l'activité et de l'environnement, on regarde pas mal le positionnement du marché. C'est comment les grands acteurs se positionnent sur une devise ou une autre, et on regarde notamment ce qu'on appelle les contrats futurs sur l'euro ou le dollar. Et quand on regarde un petit peu celles qui ont été accumulées sur le dollar à gauche en bleu, elles sont négatives. Le marché est passé vendeur de dollars, et on est sur des niveaux assez bas, hein. On est sur les niveaux de 2017-2018, et à l'époque donc le dollar avait corrigé pas mal. Là il a corrigé et il y a encore du potentiel, et là où on a vraiment des records qui ont été atteints, c'est les positions longues d'euros. On est sur des records absolus depuis 2007 accumulés, donc ça fait à peu près quasiment 200 000 contrats longs d'euros. C'est qu'il y a clairement donc le marché croit que l'euro va rebondir significativement. Pour l'instant, en bleu, on retrouve l'euro-dollar. Il n'a pas rebondi significativement. On est monté jusqu'à 1,20 avant de corriger un tout petit peu. On est autour de 1,18 ce soir. Mais voilà, donc il y a quand même c'est quand même assez bien corrélé, pas toujours, mais par moment, donc on voit bien que les tendances sont là. Alors maintenant, d'un point de vue structurel, parce qu'on est passé négatif dollar, il y a des facteurs qui se sont aggravés. Donc tout d'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le taux d'épargne national par rapport au PIB, qui est donc représente l'épargne privée, donc le taux d'épargne des ménages, mais également reflète aussi le manque d'épargne des finances publiques, en fait, de l'État, et puis des entreprises. Et on se rend compte que donc, ce taux d'épargne a été une seule fois négatif à l'époque, c'était en 2008, suite à la crise Lehman, crise des subprimes. Et puis là aussi, donc, il est passé négatif de manière assez violente même, puisqu'on est à moins 1,2 sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre. Le fait que le déficit public en vert se soit fortement dégradé laisse penser que ce taux d'épargne des ménages va encore s'effondrer au troisième trimestre. Et donc, quand on a un manque d'épargne dans un pays, clairement, on a besoin de cash provenant de l'extérieur
et ça devrait se traduire donc du coup par un déficit courant un peu plus négatif. Et donc voilà, pour attirer le financement extérieur, il va falloir que le dollar s'ajuste pour le rendre plus attractif, donc les actifs américains. Donc ça, c'est clairement, ça va rester pendant un moment, donc c'est plutôt structurel et ça risque de peser pas mal sur le dollar. Là-dessus, on retrouve ce qu'on appelle les déficits jumeaux, donc déficit public et déficit courant, en rouge, pardon. C'est la somme de ces deux déficits et puis l'évolution du taux de change effectif nominal calculé par la Fed en glissement annuel. Et donc on voit qu'il y a une certaine relation. Plus la courbe en rouge se dégrade, et c'est fortement dégradé, et plus le dollar devrait corriger dans les prochains trimestres. Donc ça montre que ça devrait rester négatif, et surtout l'année prochaine, d'autant plus qu'on a un parti démocrate qui veut mettre en place un nouveau plan de relance de 2200 milliards. Pour l'instant, les républicains l'ont rejeté, ils voudraient plutôt 1500 milliards. Mais voilà, si les démocrates passent, on peut penser que ça pourrait être le cas. Et ça va creuser encore beaucoup plus ce déficit public américain. Ce qui est aussi négatif pour une devise, c'est ce qu'on appelle les positions nettes internationales. C'est l'accumulation des déficits courants dans le passé, et c'est le montant des créances accumulées par un pays. Et donc on retrouve à droite en rouge les positions, les créances accumulées vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, c'est 10 trillions de dollars, ce qui est énorme. Ce qui n'a rien à voir avec la zone euro. Bon, la zone euro est à un excédent courant, hein, mais c'est aussi un facteur de faiblesse pour un pays. Bon, là, c'est les États-Unis. Ça aurait dû peser beaucoup plus pour n'importe quel autre pays, mais c'est les États-Unis, donc ça ne joue pas autant parce que ça reste le pays du dollar, entre guillemets, la devise de référence des grandes banques centrales. Mais il suffit qu'il n'y ait plus d'aversion pour le risque, qu'il n'y ait plus de nouvelles crises pour que le dollar reprenne le chemin de la baisse. Un des facteurs, ce que je vous disais tout à l'heure, qui pèse sur le dollar, c'est le fait que la Fed imprime, comme d'autres banques centrales, mais elle pas mal, puisqu'on est à 7 000 milliards maintenant en termes de bilan. On a une hausse soudaine. Donc déjà, suite à la crise Lehman, on avait déjà une hausse assez conséquente, jusqu'à 4 500 milliards du bilan. Elle avait du mal à faire baisser ce bilan. Elle avait commencé, puis elle était revenue dessus. Et puis maintenant, donc, voilà, avec la crise du Covid, elle achète à tour de bras des obligations d'État américaines pour soutenir cette croissance. Donc le Trésor émet des bonds, et puis la Fed achète derrière ces bonds. Donc voilà, ça n'a pas pour l'instant de gros impacts sur l'inflation, mais il fut un temps dans le passé où une telle hausse du bilan de la Fed une telle hausse de la masse monétaire se traduisait systématiquement par une inflation. Ça n'est pas le cas, et on retrouve justement à droite l'évolution de la détention des trésoreries par la Fed en bleu. Donc elle s'est mise à acheter massivement les trésoreries émises par le Trésor. Et puis on voit qu'en rouge, les détentions de trésoreries par les étrangers se sont tassées, sont stabilisées. On voit bien qu'il y a pour l'instant une certaine réticence à acheter de la part des investisseurs étrangers. Voilà, donc, et ça aussi, c'est plutôt un facteur de faiblesse sur le moyen terme. Un autre facteur qui laisse penser que le dollar aussi devrait corriger, c'est que il est surévalué. Quand on regarde le taux de change effectif, cette fois-ci réel, c'est-à-dire que c'est le taux de change effectif nominal, donc pondéré par le poids des exportations, mais on prend aussi en plus en compte l'inflation par rapport de chaque pays. Et de cette manière, on arrive à un taux de change. Ça nous donne une idée de la compétitivité de la devise si on la regarde d'un point de vue historique. Et donc là, si on regarde par rapport à 2010,
on se rend compte que le taux de change effectif réel du dollar s'est fortement apprécié et c'est la devise là maintenant qui est surévaluée, alors que l'euro est légèrement sous-évalué, il est en dessous du niveau de 2010. Voilà, donc ça laisse penser là aussi qu'une correction devrait avoir lieu tôt ou tard. C'est vrai, pourquoi maintenant? Mais c'est justement lié au fait qu'il y a une aggravation de tous les fondamentaux de l'économie américaine. Voilà. Voilà pour le dollar. Maintenant, sur le court terme, il y aura d'autres facteurs qui vont dominer. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a les facteurs structurels sur le moyen terme, mais sur le court terme, c'est plus des facteurs cycliques ou facteurs de risque qui dominent l'évolution, qui déterminent l'évolution du dollar. Et à court terme, donc, ce sera plus les élections américaines. Plus la version risque sera importante et plus on aura de dollar fort. Et on voit bien que depuis septembre, le dollar s'est raffermi un petit peu. Il était à 1,20 par rapport à l'euro avant de corriger un tout petit peu, enfin de corriger un petit peu, enfin de se redresser, pardon. Donc on a un dollar un peu plus fort parce qu'il joue le rôle de valeur refuge. Et ces élections apportent un petit peu de volatilité, un peu de risque. Du fait, en fait, le gros risque pour les élections, c'est que Biden passe et qu'il ait la majorité au Congrès. Donc, dans le Congrès, il y a deux chambres. La chambre basse, c'est donc la Chambre des représentants, la chambre haute, donc le Sénat. Actuellement, donc, le Sénat est détenu par le républicain et la Chambre des républicains. La Chambre des représentants par les démocrates. Et donc, s'il a eu plein pouvoir, il passera en fait son programme, à savoir un programme qui n'est pas pro-business, puisqu'il prévoit quand même des hausses d'impôts pour les entreprises. Il veut rétablir les baisses d'impôts, enfin les impôts que Trump avait enlevés donc, lors de sa réforme fiscale en 2017. Et ça serait plutôt malvenu pour les marchés boursiers. Et donc, s'il passe, il peut y avoir une correction, même si voilà, s'il y a une correction des marchés boursiers, le dollar jouera à nouveau le rôle de valeur refuge. Et maintenant, c'est quelle va être l'ampleur de la correction des actions, sachant que maintenant, le marché a pris acte que Biden pourrait l'emporter. La seule incertitude pourrait être plus sur... Bon, encore, il y a une petite incertitude sur Biden ou Trump, mais après, la plus grosse incertitude, ça reste sur le Congrès. Voilà. Alors sur ce graphique là, j'ai mis en fait l'évolution des paris, donc sur l'évolution par rapport à Trump et Biden. Donc on voit que Biden s'envole en bleu et puis en rouge, donc on voit qu'il y a une forte dégradation. Et puis en dessous, c'est l'évolution du Covid dans les États républicains et dans les États démocrates. Et on se rend compte que quand on se rend compte d'une part que le Covid a surtout bien marché dans les États républicains, et au moment où il y a eu un gros pic cet été, on voit que les voix, en tout cas pour Trump, ont diminué. Et puis quand c'est reparti à la baisse, en début septembre, Trump a repris du poil de la bête. Donc bon, voilà, ça c'était juste ça pour souligner que pour l'instant, donc Biden est en tête, mais rien n'est gagné, encore une fois, à cause du système électoral américain, qui est assez compliqué avec les grands électeurs. Et puis on verra aussi le gros risque majeur, c'est la contestation. Donc si Biden l'emporte, on peut se retrouver dans des situations un petit peu comme à l'époque entre Bush et Al Gore en 2000. Et on avait eu pendant un mois grosse incertitude. On avait eu une correction des marchés boursiers quand même de 8,4% pour l'indice S&P. On peut se poser la question, est-ce que ça va être pareil? Ça peut être pire parce que c'est Trump, c'est pas Al Gore. Voilà, donc il y a tous ces facteurs-là qui entretiennent beaucoup l'incertitude et qui pour l'instant soutiennent le dollar. En tout cas, ça a permis au dollar de se reprendre depuis le début du mois de septembre. Ça, c'est justement des charts rapides pour montrer les sondages par rapport au Congrès. Donc, par rapport à la Chambre des représentants, il n'y a pas de mystère. Clairement, elle va rester démocrate. Et puis, par contre, pour le Sénat, apparemment, donc, les républicains pourraient la perdre. Mais là-dessus, c'est predicted, donc la source. Et donc, c'est des paris, c'est pas des sondages. Voilà, donc bon, c'est des gens comme vous et moi qui font des paris. Mais ça reflète un sentiment, entre guillemets. Et donc, c'est peut-être un peu moins bon qu'un sondage qui est bien fait.
Alors là-dessus, je me suis amusé par contre à prendre des sondages et non pas predicted, pas des paris. Donc j'ai calculé un différentiel entre les sondages pro-Biden et ceux pro-Trump. Et donc en bas, donc on est actuellement à 8,5, mais on est allé, c'était lundi je crois, ou dimanche, on avait une différence de 14 points entre Biden et Trump. Ça a baissé un tout petit peu aujourd'hui, mais ça reste toujours très élevé. Et puis à gauche, le dollar. Donc grosso modo, plus l'écart se creuse en faveur de Biden et plus le dollar progresse normalement. Ça montre vraiment qu'il y a une crainte que Biden l'emporte. Crainte liée plutôt, qui pourrait, parce que ça pourrait provoquer encore une fois un peu d'aversion pour le risque, notamment une chute des marchés boursiers, parce qu'ils comptent remonter d'une part donc les impôts, et puis ça risque d'être contesté par Trump. Donc on va avoir un peu plus de volatilité. Après, ça reste pas certain, entre guillemets, puisque, encore une fois, le marché commence à prendre acte du fait que Biden l'emporte. Et on voit que même dans les derniers sondages, il y a un paquet en bas à gauche. On n'a pas l'impression que le dollar réagira beaucoup suite à ces élections. Donc, mais il réagira beaucoup seulement si vraiment il y a une contestation et que on rentre dans la grosse bagarre entre les deux candidats. Ça pourrait être chaud là, dans ce cas-là. Oui, ça peut entraîner donc une chute des actifs boursiers et donc un dollar qui rebondirait un tout petit peu. Est-ce qu'il va rebondir beaucoup? Je ne pense pas, sauf si ça dure bien au-delà d'un mois et que ça dure jusqu'à la fin de l'année. C'est possible aussi, mais voilà. Donc sur le court terme, donc ces incertitudes vont soutenir le dollar pendant quelques temps. Donc là, juste un graphique pour illustrer le fait que quand il y a de l'aversion au risque, le dollar paye et vice-versa. Donc là-dessus, c'est l'évolution du dollar en bleu et puis l'indice, un indice action World Monde donc là, durant tout l'été, depuis le mois de mars, quand la Fed a réagi en rouge, donc on a eu un beau rebond des indices boursiers, le dollar a corrigé en bleu, et puis vice-versa, depuis septembre, on voit que les actions en rouge corrigent, c'est la fin du chart, et le dollar rebondit systématiquement, donc il y a une corrélation négative entre dollar et actifs risqués. Voilà. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'euro-dollar? Parce que on est content de savoir pour le dollar, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'euro-dollar? Donc, pour revenir là-dessus rapidement, donc on peut voir que l'euro-dollar est resté pendant toute l'année 2019 dans un range assez étroit. Il y a eu ensuite la crise du Covid. Ça a été un peu de yo-yo, mais par la suite, c'est revenu pas mal. Et puis après cet été, on a eu un euro-dollar, encore une fois, qui est passé de 1,12 à 1,20 avant de se stabiliser. Et voilà, donc 8 figures en l'espace de quelques semaines. Alors l'euro a aussi été aidé par l'accord sur le plan de relance européen de 750 milliards mi-juillet, qui a été validé par les chefs d'État européens. Donc est-ce que ça va être un game changer pour l'euro? Ça pourrait l'être si déjà c'est confirmé, parce que maintenant il faut que le Parlement européen valide aussi, et pour l'instant il y a certains pays qui freinent encore, la Hongrie notamment. Mais après, c'est la première fois que les pays européens font preuve de solidarité, d'unité. Et donc là, c'est quand même assez positif, parce qu'il faut se rappeler que lors de la dernière crise de 2008-2009, subprime, rapidement, elle avait été suivie par la crise européenne en 2009, avec la crise grecque, et ensuite crise européenne, qui avait touché tous les autres pays européens, notamment l'Espagne, le Portugal, etc., l'Italie. Et on avait vu que clairement il n'y avait pas d'unité et il y avait eu un durcissement des conditions. Ça s'était traduit par les craintes d'implosion de la zone euro. Il a fallu que la BCE réagisse et que Draghi laisse entendre que la BCE fera whatever it takes. Et ça c'était en juin 2012. À partir de ce moment-là, on a eu
un euro qui a rebondi, mais entre-temps, la part de l'euro dans les réserves de change a pas mal chuté suite à cette crise-là, parce que c'était vraiment une crise de confiance et crise existentielle sur l'euro. Voilà. Maintenant, donc, avec ce plan de relance, on voit qu'il y a un peu plus d'unité, même si ce plan a été difficilement négocié. Voilà, il va y avoir une dette obligataire commune, et ça aussi c'est quand même assez nouveau, et ça pourrait au-delà. Il va y avoir des ressources qui vont être affectées à cette dette commune aussi, qui sont en train d'être négociées en ce moment dans le cadre du budget européen, qui débutera l'an prochain pour 6 ans, voilà, notamment sur les taxes financières entre autres. Et voilà, donc ça a été bénéfique, et ça peut pousser justement les banques centrales, les grands institutionnels à petit à petit à revenir peu à peu sur l'euro à moyen terme. Donc, voilà, donc à droite, c'est la corrélation entre l'euro-dollar et puis les actions. Donc depuis cet été, cette corrélation a été rompue, et c'est d'autres facteurs qui ont joué, qui expliquent donc l'évolution de l'euro-dollar, et c'est principalement donc la chute du dollar et non pas donc d'autres facteurs. On a un euro-dollar, un euro qui est fort. Si on regarde le taux de change effectif nominal, donc le taux de change de l'euro contre l'ensemble des partenaires commerciaux, donc c'est le graphique, la ligne bleue de la courbe du graphique à gauche, on voit que le taux de change effectif nominal est au plus haut depuis 2009, mais quand on regarde l'euro-dollar, il reste bas. Alors, il était bien corrélé pendant des années, et puis d'un seul coup, donc, il y a ce gros décalage, et ça reflète le fait que les devises émergentes se sont effondrées, et l'euro donc s'est apprécié contre ces devises émergentes, et donc on a un décalage assez énorme entre l'euro-dollar et puis le taux de change effectif nominal, qui est contre l'ensemble des devises. Maintenant, quand on regarde le taux de change effectif réel de l'euro, donc encore une fois, ça tient compte de l'inflation. Ce taux de change effectif réel est au-dessus de sa moyenne de long terme. Là, c'est sur 10 ans. On n'est pas encore à un écart type. Donc l'euro est au-dessus de sa moyenne, mais il n'est pas surévalué. Tout dépend encore une fois de la période sur laquelle on le calcule. Et donc, on ne peut pas dire non plus que l'euro est surévalué. Donc, il a encore du potentiel à la hausse, et même pas mal. Il peut remonter à 1,25, avoir donc 1,30 d'ici 2022. Alors maintenant, face à un euro fort, on s'attend à ce que la BCE réagisse. Et elle a déjà réagi au cours de l'été. C'était plutôt début septembre, par la voix donc, de son chef économiste, Lane, donc, qui réagit en laissant entendre que l'euro, un euro fort, pourrait être problématique pour la BCE et de manière générale à travers l'inflation, parce que ça provoque donc des prix à l'importé beaucoup plus faibles, et ça tire les prix à la consommation vers le bas. Dans ce contexte, la BCE, Christine Lagarde a réagi aussi pas mal la semaine dernière, et d'autres encore membres. Donc il y a un tir de barrage même de la part des membres de la BCE pour essayer de calmer le jeu, en tout cas sur l'euro, et freiner son appréciation. Et clairement, les membres soulignent qu'ils monitorent, ils surveillent donc l'euro, parce que ça peut avoir des effets, donc encore une fois, sur l'inflation. Donc dans ce contexte, on a des anticipations de taux courts de baisse des taux courts qui se sont renforcées. Là-dessus, à gauche, on retrouve la courbe des Eonia Forward. Donc en fait, c'est les taux courts BCE, donc entre guillemets forward. Donc ça montre que le marché anticipe des taux courts un peu plus bas. Il y a quasiment pas loin de 10 BP de pricé, d'intégrer dans les cours à horizon septembre 2021. Voilà, donc, le marché anticipe une réaction de la BCE face donc à un euro un peu plus fort, à une inflation qui est plus faible, à une croissance peut-être aussi un peu plus faible, parce que ça freinera aussi un petit peu la croissance. Et donc, voilà, on se pose la question comment elle pourrait réagir. Est-ce qu'elle pourrait baisser à nouveau son taux de dépôt, je vous rappelle, il est à moins 0,50. Est-ce que le BC de 10 BP va avoir un effet sur l'euro ?
Je ne suis pas sûr. Par contre, elle pourrait à nouveau augmenter son programme d'achat actif, le PEPP. Hein. Je vous rappelle, il fait 1350 milliards. Elle pourrait encore l'augmenter, donc acheter davantage de dettes publiques et dettes corporate. Et on voit que là-dessus, le bilan a pas mal augmenté aussi, celui de la BCE. Et il pourrait encore augmenter davantage pour éviter notamment que l'euro progresse trop, clairement. Donc elle veut rendre le moins attractif possible l'euro, et donc avec des taux courts négatifs, voire les achats de dettes. Elle permettra donc au taux long de baisser davantage. Je vous rappelle, le taux 10 ans allemand est à moins 0,50 dans ces eaux-là. Donc de ce fait, ça tirera davantage les taux longs vers le bas et ça les rendra de moins en moins attractifs aux yeux des investisseurs étrangers. C'est déjà le cas un petit peu parce qu'on voit que les flux de capitaux vers la dette européenne est assez faible. C'est plutôt des flux vers les actions plutôt que sur la dette européenne. Voilà, là-dessus, on retrouve l'évolution du dollar et celle de l'euro-dollar. Donc, le dollar, on voit que la correction en bleu, et puis la remontée de l'euro-dollar en réaction à la baisse du dollar. Donc là, on a testé 1,20, et puis maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va tester le niveau de 2017 ? C'était 1,25. Et ensuite, c'est les niveaux qu'on a vus en 2014, c'était 1,35 dans ces eaux-là. Donc, ça, c'est possible, peut-être en 2022, si vraiment il n'y a pas une nouvelle crise à nouveau sur les marchés. S'il y a une nouvelle crise, clairement, le dollar jouera à nouveau le rôle de valeur refuge et on aura un euro qui repartira à la baisse. Si jamais on ne trouve pas de remède, on ne trouve pas de remède au Covid. Ah, donc déjà ça. Donc ça veut dire qu'il y aura encore pas mal d'incertitudes sur la croissance globale, donc elle sera plutôt molle, c'est déjà un petit peu les anticipations pour l'année prochaine. On aura donc un environnement monétaire qui restera toujours très très accommodant, c'est le cas, je ne sais pas s'il peut faire plus que ça. Et puis est-ce que les actions vont corriger dans ce contexte-là ? C'est possible parce qu'effectivement, elles sont survalorisées quand on regarde le marché américain. Si on a une croissance molle, on aura des bénéfices qui seront en baisse. Et voilà. Donc, actuellement, tous les actifs sont assez chers quand on regarde les actions, que ce soit le crédit aussi, qui est extrêmement cher, surtout que les entreprises sont très endettées. Elles sont soutenues principalement par les banques centrales. Donc, il y a beaucoup de zombies, entre guillemets, d'entreprises qui sont soutenues à bout de bras par les aides d'État, les subventions d'État, et puis les banques centrales. Et l'environnement, là, l'histoire du pétrole, comment ça peut jouer ? Parce que, ce que je veux dire, à la bourse, par exemple, le Total a perdu, il est à la 4e place. Il y a une valorisation beaucoup moindre que Hermès, qui vaut je crois que c'est 6 milliards. Okay, elle a une valorisation plus importante que Total, qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires, et Total qui en fait dans les 130 ou 150 milliards. Ce que je veux dire, c'est est-ce que le pétrole, justement, ne joue pas... ça ne sera plus l'énergie de demain, apparemment. Il y avait quand même une incidence sur l'euro-dollar. Alors, le pétrole, oui, via la production de pétrole et le paiement en pétrole. La production diminue au détriment d'une autre énergie. C'est une question bête. Non, mais en fait, grosso modo, déjà, si on a un dollar qui repart à la baisse, ça devrait quand même soutenir il y a une corrélation négative entre les deux. On aura quand même un pétrole qui remontera doucement. Alors après, effectivement, l'extinction du pétrole, c'est prévu, mais c'est prévu, mais grosso modo, ça prendra un peu de temps. C'est vrai qu'avec la montée des écologistes, etc., la réduction, toutes les mesures qui sont mises en place pour l'environnement et réduire la place des hydrocarbures devraient contribuer à
à une faible consommation à moyen terme, mais sur le court terme, il y aura encore, un pétrole qui réagira positivement, donc, sauf si la demande mondiale est faible, et pour l'instant elle est assez faible. Donc il y a une déception, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un pétrole qui remonte largement au-dessus de $40. Bon, on est vers 45, on envisage 45 en fin d'année sur le Brent. Et donc, bon, là-dessus, on a aussi une offre qui reste assez élevée, même pléthorique. L'OPEP Plus a mis en place donc une réduction de la production depuis un moment, et cette réduction de la production a été maintenue, a été reconduite plusieurs fois. Et puis là, depuis peu, il y a la Libye, la Russie qui se reviennent sur le marché, qui augmentent leur production. Donc on a pour l'instant une offre qui reste pléthorique, qui plafonne cette retombée, enfin, les cours du pétrole. Il y a aussi donc, le pétrole et gaz de schiste aux États-Unis. Dès qu'on a un pétrole qui remonte au-dessus de 60, 50 même, on a tout de suite une production qui augmente à nouveau aux États-Unis, qui ont été intenses un peu, donc les plus gros producteurs de pétrole pendant un moment, quoi, au monde. Donc ça laisse penser que dans tous les cas, les cours du pétrole vont plafonner. Maintenant, avec un dollar qui baisserait, ça pourrait aider le pétrole à monter, parce que en échange, les producteurs de pétrole chercheront à avoir, en échange d'un dollar plus faible, à avoir des cours du pétrole un peu plus élevés, quoi. Alors maintenant, la grande question qui revient à chaque fois dans le débat, c'est quelle alternative au dollar? Parce qu'à chaque fois qu'il corrige, on se dit, voilà, c'est les autres qui payent les pots cassés. Grosso modo, la BCE va devoir faire une politique beaucoup plus accommodante, mais pas que. C'est pour ça que je parlais de guerre d'échange. Je suis passé rapidement dessus, mais grosso modo, on va se retrouver dans un environnement où toutes les banques centrales vont chercher à affaiblir leur devise. La BCE, d'une part, mais la Banque d'Angleterre, pareil. La plupart des banques centrales, la Banque du Japon, tous les pays du G10 cherchent mènent des politiques ultra accommodantes pour éviter que leur devise ne s'apprécie. Et grosso modo, on revient dans un environnement de guerre d'échange. Et ça peut être encore le cas donc en 2021-2022, sachant que tous les outils, tous les leviers ont été mis en place. Le levier monétaire, donc avec des taux courts extrêmement bas, des politiques monétaires non conventionnelles très importantes, et puis des politiques fiscales aussi très accommodantes aussi. Donc il ne reste plus que le levier du change, le troisième levier. Et donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Et certains pays commencent à réfléchir, à se dire, bon, mais ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le dollar? Et donc, voilà, ça revient souvent. Est-ce qu'il y a une alternative au dollar? Et pour l'instant, elle n'est pas encore là. On ne l'a toujours pas trouvée. Et quand on regarde un petit peu la part du dollar dans les réserves de change des banques centrales, on est toujours autour de 60, 62. Et sur l'euro, on est toujours autour de 20%. Et puis quand on pense au RMB, le CNY chinois, bon, on est passé de 1,1 à 2%, pas loin. Bon, ça, on est toujours sur des niveaux très très faibles. Maintenant, dans le futur, on peut penser que le CNY va monter un petit peu, petit à petit, parce que la Chine cherche à internationaliser davantage sa devise. Voilà. Et quand on regarde aussi la part des transactions SWIFT par devise, là-dessus, le dollar est toujours très en tête, avec un peu moins de 40%. Sur l'euro, on est autour de 36%. Et puis sur le CNY, on est sur des niveaux d'1,9%. Donc ça reste très très faible. Et il faudrait que la Chine fasse beaucoup plus d'efforts pour internationaliser sa devise. Normalement, c'est prévu, mais pour l'instant, il n'y a clairement pas d'alternative. Alors après, il y a aussi les alternatives digitales. Est-ce que le fait que dans le futur, on utilisera beaucoup plus digital euro, un sujet sur lequel la BCE travaille depuis un moment maintenant, le fait qu'il y ait moins de transactions et que ça se fasse directement en électronique, est-ce que l'utilité du dollar va être un peu plus faible? Voilà, c'est des sujets qui pourraient peut-être amener à une utilisation plus faible en fait, du dollar dans le futur. Alors après, effectivement, on a pensé à l'or.
l'or, est-ce que c'est vraiment l'alternative? En tout cas, on a vu un beau rebond de l'or, jusqu'à plus de 2000 dollars l'once d'or. Et c'est clairement quand la situation va mal, hein, on se réfugie soit sur les trésoreries américaines, mais on a vu que pendant la crise du Covid, les trésoreries ont fortement chuté parce que tout le monde a vendu les trésoreries pour avoir de la liquidité et faire face à leur engagement. Et l'or donc a rebondi énormément. Là-dessus, donc on regarde maintenant l'évolution des réserves d'or auprès des pays. On se rend compte que c'est surtout les pays en froid, entre guillemets, avec les États-Unis, qui reconstituent leurs réserves d'or, donc la Russie, la Chine, la Turquie un petit peu, l'Inde. Voilà, donc, et on voit que là-dessus, à droite, les réserves de change d'or au niveau mondial, donc elles avaient fortement chuté dans les années 90, et puis là, toutes les banques centrales sont en train de reconstituer ces réserves d'or face à toutes les tensions, la chute de l'art, les incertitudes sur la politique américaine. Alors, un des derniers points, le Brexit. Là aussi, beaucoup de questions. On verra le dénouement bientôt. Donc, je vous rappelle, l'Angleterre a négocié pendant 3 ans. Donc, il y a eu le référendum en juin 2016. Ensuite, pendant 3 ans, il y a eu l'Angleterre a négocié donc son accord de divorce. Et puis, donc, en début d'année, donc l'accord de divorce a été validé. Et puis maintenant, ils sont en phase de transition, au cours de laquelle ils sont censés négocier un accord commercial qui se termine. Donc normalement, cette phase de transition se termine le 31 décembre. Et après ça, s'il n'y a pas d'accord commercial, l'Angleterre bascule dans le no man's land, entre guillemets, bascule avec les termes de l'OMC. Et donc pour l'instant, il n'y a clairement pas d'accord commercial. Et il y a eu même une tentative pour l'instant de Boris Johnson de remettre en cause même le traité international qui est donc cet accord de divorce. Et on en est là pour l'instant. Donc l'Europe a maintenant lancé une action en justice contre le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni remet en cause cet accord de divorce. Et on en est là, donc on n'a pas eu d'avancée. Le sommet européen, donc le prochain sommet européen a lieu donc le 15 juin. Et d'ici le 15 juin, les négociations vont se poursuivre. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. Si le 15 juin, il n'y a rien, donc l'Europe est prête à négocier jusqu'au 31 décembre, hein, mais même s'il faut du temps après pour le valider auprès des parlements européens. Mais donc clairement, le Royaume-Uni ne joue pas de jeu. Et il y a toujours des points d'achoppement entre les secteurs de la pêche et puis les subventions d'État. Là-dessus, l'Angleterre ne veut pas lâcher. Et de plus, ils veulent remettre en cause le protocole nord-irlandais. Pardon. Donc voilà, donc pour l'instant, quand on regarde aussi le marché, on se rend compte que quand on regarde les termes, le nombre de mots que le Brexit qui a été cité dans la presse, on se rend compte que il est plutôt faible. On se rend compte que ça a moins d'impact sur le marché. Hein. On a l'impression que c'est plus un sujet quand on regarde un petit peu le nombre de citations. Voilà, donc rien à voir par rapport à l'époque de 2019, quand il y avait eu les élections, au cours de laquelle donc Boris Johnson a été réélu. Et puis après, donc, on n'a plus rien. Donc, on a l'impression que tout le monde se fout un petit peu de ce Brexit. Et pourtant, donc, il y a un risque assez important, à la fois pour l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, pour l'économie britannique, mais également pour l'Europe, hein, qui a quand même une certaine relation avec le Royaume-Uni. Là-dessus, on se rend compte aussi que le marché ne prend plus position. Je pense que le marché a été échaudé pendant 3 ans avec cette histoire de Brexit. Et donc, du coup, on préfère plus prendre position soit à la hausse, soit à la baisse. Quand on regarde le niveau du sterling contre dollar en rouge à gauche, il est assez élevé. Il est allé plus bas quand même juste avant. Donc, pendant la crise du Covid, mais même avant, en 2019. Et puis, pareil pour l'euro sterling, en bleu, il n'est pas si élevé. Il devrait être beaucoup plus élevé compte tenu du risque de ce qu'on appelle le no deal Brexit.
Voilà. Et puis quand on regarde aussi le positionnement du marché, le marché est neutre, c'est les courbes en rouge, on est sur 0, ce qui montre que le marché est quasiment neutre, il ne prend pas position à la hausse ou à la baisse. Donc, alors, soit il y a un peu trop de complaisance, ou bien il y a l'espoir d'un accord de dernière minute. C'est ce que voudrait donc Boris Johnson, et l'Europe n'a pas envie de lâcher à dernière minute, et a laissé entendre encore aujourd'hui que voilà, leur position ne changerait pas et que c'était donc au Royaume-Uni de changer. Et donc pour l'instant, donc, on a un sterling qui s'est redressé depuis depuis quelques semaines. On est en dessous de 0,91. Pour l'instant, ça reste positif. Maintenant, si vraiment il y a donc un risque de no deal, on peut avoir une forte correction du sterling. Là-dessus, pareil, la volatilité reste relativement faible par rapport aux épisodes passés. Donc la vol de sterling contre dollar, et puis contre l'euro sterling. Et puis là, c'est le ratio de vol implicite contre la vol réalisé. On est au-dessus de 1, certes, mais pas non plus sur des niveaux très très élevés par rapport à ce qu'on a connu lors des précédentes crises. Donc c'est pas des niveaux très très importants compte tenu du risque qui est lui important et qui semble minimisé par le marché. Donc on reste prudent, sachant qu'effectivement si vraiment il y a un no deal, on peut aller vers 0,95. Voilà, dernier point. Ça va être le dollar et puis les effets sur les pays émergents. Donc là-dessus, je passerai rapidement parce que je pourrais sinon m'attarder très longtemps là-dessus. Mais grosso modo, d'habitude, quand le dollar chute, tout le monde en profite. Toutes les devises s'apprécient parce que voilà, c'est la devise de référence. Sauf que là, donc, durant cette crise, les devises ne se sont pas appréciées. Quand on regarde le BRL, par exemple, en haut à gauche, on aurait dû avoir un BRL qui suit la courbe bleue, qui est le dollar. Et donc, ça veut dire que la devise, le BRL, est restée faible. Et c'est même déprécié davantage. Pareil alors pour la livre turque, en bas à gauche, alors elle, c'est carrément dégradé. Hein, c'est fortement dégradé. Bon, il y a aussi des raisons politique, outre économique, mais également politique, qui explique cette forte dégradation de la devise. C'est lié notamment au fait que la Banque centrale a continué à baisser ses taux alors que l'inflation est extrêmement forte, supérieure à 10%. Les taux étaient en dessous des 10%, donc on avait des taux réels très négatifs et c'est jamais très bon pour une devise émergente. Pour le BRL, il y a facteurs, c'est plus l'économie, notamment l'économie s'est beaucoup dégradée et le déficit budgétaire, la dette publique qui va augmenter significativement et on s'interroge donc sur la soutenabilité de cette dette brésilienne. Sur le Mexique, il y a des problèmes aussi politiques, mais là on voit bien qu'on a quand même une devise mexicaine qui semble se redresser, qui sont en tout cas suivre un peu plus le dollar. Et là, on peut avoir, donc si Biden l'emporte, un peso mexicain qui se redresse beaucoup plus. Il faut se rappeler que lors de la précédente élection, en 2016, le peso mexicain était très attaqué à cause du fameux mur que Trump voulait construire. Et donc, à chaque fois que les sondages donnaient Trump en tête, on avait le peso mexicain qui souffrait. Cette fois-ci, donc, c'est le contraire. Donc, quand Biden l'emporte, dans les sondages, on a un peso qui semble reprendre du poil de la bête. Et puis, une des devises qui s'est pas mal appréciée, c'est vraiment le CNY. Donc, on aurait pu penser que ça aurait pu être le cas avec la guerre commerciale, technologique et géopolitique entre les deux pays. Et finalement, donc, le CNY s'est pas mal apprécié. On est passé en dessous de 7 et puis on est allé jusqu'à 6,80 actuellement. Et pour l'instant, c'est stabilisé. Donc on peut penser que voilà, si le dollar continue à corriger, ça profitera encore une fois au CNY. Voilà, mais on voit bien que le dollar la faiblesse du dollar n'a pas profité à toutes les devises. C'est lié à plusieurs facteurs, surtout la macro qui s'est beaucoup dégradée dans ces pays. La crise du Covid les fragilise la plupart des pays émergents. On voit encore beaucoup de pays confinés. L'Inde souffre énormément. Le Brésil a souffert énormément du Covid aussi. Voilà. Et donc là-dessus, on retrouve les taux de change effectifs réels. C'est pour voir un petit peu lesquels sont sous-valorisés, sous-évalués.
Et on retrouve bien évidemment la Turquie, hein, dont la devise s'est effondrée. Ensuite, le BRL. Donc la devise turque, encore sur des plus bas historiques, encore ces derniers jours. Ça, c'est par rapport à la moyenne sur 15 ans. Le ZAR, donc pays devise Como, matières premières. C'est vrai que c'est souvent... La plupart sont des devises matières premières. Hein. Quasiment toutes celles qui sont sous-évaluées, c'est celles qui souffrent parce que les matières premières se sont effondrées. Je vous rappelle qu'en début d'année, on a eu un pétrole qui est passé en territoire négatif sur le contrat de février, je ne sais plus, mai. Et voilà. Donc, et puis, il y a quelques devises surévaluées, donc le CNY, le dollar, voilà. Et puis l'euro, lui, est légèrement sous-évalué si on compare par rapport à cette moyenne sur 15 ans. Voilà. Quelques éléments aussi pour montrer que certaines devises sont plus attractives que d'autres. On regarde notamment le taux court et puis la volatilité. Donc ça représente le risque. Plus le risque est élevé, plus la vol est élevée donc. Et plus normalement on devrait être rémunéré avec des taux courts plus élevés. Et il y en a beaucoup qui ne rémunèrent plus tellement le risque. Hein. Quand on regarde les devises LATAM comme le CLP, le peso chilien ou colombien, on est sur des niveaux de rendement très faibles. C'est parce que beaucoup ont baissé leur taux court pour soutenir leur croissance. Alors le pire, c'est quand même les devises des pays de l'Est. Hein. Mais c'est vrai que l'inflation était relativement basse. Et puis d'autres voilà, qui ont des taux courts très élevés, mais voilà, le TAY, c'est donc la Turquie. Et d'autres comme le BRL qui aurait dû avoir des taux plus élevés. Ça n'est pas le cas, donc voilà, ça explique aussi pourquoi elle corrige pas mal. Et puis là, pour finir, c'est plus sur les fondamentaux. En général, dans les pays émergents, on suit deux gros indicateurs, la balance courante et le déficit budgétaire. Donc là, à droite, on a les pays qui ont un excédent courant. C'est principalement des pays exportateurs de matières premières, comme la Russie, mais aussi les pays asiatiques. Donc avec la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, l'Inde. L'Inde, encore, c'est juste passager. La Pologne, et puis quelques pays comme la Tchéquie. Et puis après tout le reste, donc Colombie, Turquie, qui ont des déficits courants qui s'aggravent, le Brésil, et puis l'Afrique du Sud. Et ensuite, on a les déficits publics qui vont se dégrader énormément l'année prochaine. Et grosso modo, tous ces pays ont besoin de financement extérieur. Donc le fait d'avoir un déficit courant déjà qui est négatif, plus un déficit public négatif, c'est jamais très bon pour la devise parce qu'il va falloir trouver du financement extérieur. Et donc, par exemple, l'Afrique du Sud est mal partie, mais pas que, entre guillemets. Donc le Brésil aussi, la Turquie va rester fragilisée. Donc d'un point de vue économique, on aura des fondamentaux donc, qui sont pas très bons et qui laissent penser que les devises ne devraient pas profiter énormément de la faiblesse du dollar, même si c'est plutôt bénéfique en général, puisque ça permet aux matières premières de se redresser. Et puis, pour les pays qui sont endettés en dollars, c'est toujours bon d'avoir un dollar qui baisse parce que le remboursement est beaucoup plus facile, entre guillemets. Voilà, dernier chart qui montre l'évolution d'un indice de devises émergentes en rouge. On voit que ça baisse depuis des années, hein, depuis 2008, elle consolide et on voit que voilà, c'est bien corrélé à un indice de matières premières, le CRB, qui s'est redressé un tout petit peu ces derniers temps sous l'effet des mesures de relance budgétaire, etc. On laisse penser que la demande mondiale va repartir, mais on voit bien que ça se tasse rapidement. Donc voilà, on peut avoir de reprise des devises émergentes tant qu'on n'aura pas vraiment un rebond du cours des matières premières, sachant que la plupart des pays émergents sont des producteurs de matières premières, notamment les pays LATAM, beaucoup moins les pays asiatiques et les pays d'Europe de l'Est. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là. Sinon, il y a quelques questions. Oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions. Alors la première, moi je vais les lire tout bêtement. Vous ne pensez pas que le Brexit affectera plus négativement l'euro et positivement le dollar, de la sorte que la tendance s'inversera? Alors le Brexit, clairement, il va avoir dans un premier temps un effet sur le sterling.
beaucoup plus que sur l'euro, mais l'euro sera aussi pénalisé vis-à-vis du dollar cette fois-ci. Le dollar jouera le rôle de valeur refuge si vraiment on se dirige vers une grande hausse de la volatilité du fait d'une sortie de l'Union européenne sans accord du Royaume-Uni. Donc là, on repartirait vers un 16 dans ces eaux-là, un 15 dans ces eaux-là, si vraiment on a un no deal Brexit. Mais l'euro sterling, lui, grimperait jusqu'à 0,95. Autre question, et les crypto-monnaies dans tout ça ne sont-elles pas des monnaies de demain? Est-ce que Natixis prévoit de rentrer dans ce marché? Alors, c'est un sujet, justement, oui, on est en train de travailler là-dessus. Oui, on a commencé à regarder et on se pose des questions, effectivement, parce qu'il y a même aussi des institutionnels qui réfléchissent à ça. Pour l'instant, le problème des cryptos, c'est encore la régulation qui n'est pas encore finalisée. Alors, on voit dans certains pays, ça commence à se mettre en place, mais il faudrait qu'il y ait une régulation au niveau européen, qu'elle soit la même pour chaque pays européen. Mais c'est... Pour l'instant, on parle de monnaie digitale, donc plus centralisée auprès des banques centrales, et non pas décentralisée comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc, pour ces devises, ça sera un peu compliqué parce qu'il y a toujours ces temps de calcul, les coûts qui restent très élevés. Pour ces devises, ça reste encore un peu compliqué. On verra un petit peu pour l'Ethereum 2.0, comment ça va se passer. Donc, il y a eu des éléments nouveaux de ce côté-là. On verra si avec on pourra utiliser davantage l'Ethereum 2.0 dans le futur. Mais sinon, on se dirige plus vers des monnaies digitales gérées par les banques centrales. Et on ne sait pas encore comment ça va évoluer, sachant qu'encore une fois, il y a au niveau de la population, c'est plus des craintes toujours de fraude, qu'on a pu le voir encore récemment, comme à l'époque aussi encore avec le Bitcoin, des problèmes de sécurité qui ne sont pas encore là. Et puis au niveau institutionnel, pareil, il faut qu'on ait des règles bien précises, européennes et non pas au niveau national. La France a bien avancé sur ce dossier-là. Mais c'est des sujets clairement dont les banques, en tout cas on commence à travailler dessus. Oui. Alors autre question, comment expliquez-vous qu'un pays comme le Liban, avec une monnaie plus ou moins stable depuis des années, se retrouve à chuter de cette manière? N'y avait-il pas des réserves de change en dollars suffisantes? Alors, j'ai pas trop suivi l'histoire du Liban, mais grosso modo, déjà quand on est dans un contexte un petit peu comme le Liban, c'est un petit peu un contexte géopolitique un peu chaud. Les réserves de change, je pense à d'autres pays du Maghreb ou Moyen-Orient où les réserves de change sont très faibles quand on importe tout. Clairement, ça veut dire qu'on a un déficit commercial, un déficit courant, et ça veut dire qu'à la moindre crise, une crise de confiance, on se retrouve en difficulté pour financer ce déficit courant. Et la défiance fait que petit à petit, on retire ses billes et il y a le retrait des capitaux et ça se traduit par une chute de la devise parce que les réserves de change fondent systématiquement, rapidement dans ce contexte-là et provoque donc une crise de change. C'est une crise surtout que là, en plus, il y avait un PEG, il me semble, sur la devise libanaise. Donc ça n'avait pas de sens aussi. C'est-à-dire qu'un lien fixe entre la devise libanaise et le dollar. Donc c'était pas tenable comme pour beaucoup de devises fixées donc en contre-dollar, donc pégées. Tôt ou tard, si les fondamentaux ne suivent pas, ça finit par sauter et provoquer donc une crise de change. Alors dernière question, avez-vous les tendances concernant l'évolution des commodities? L'or par exemple, à court et long terme. Alors sur l'or, il est corrélé négativement avec le dollar. Donc si on voit un dollar un peu plus faible dans le futur, ça devrait être bénéfique à l'or. Après, sur le court terme, il y a aussi des facteurs de risque, les élections, le Brexit, tout ça. Donc c'est bon pour l'or de manière générale.
Et sur le moyen terme, c'est aussi positif. Donc après, il y a aussi l'histoire de confiance. Si vraiment la situation globale s'améliore, que demain on trouve donc un vaccin, et que la confiance revienne peu à peu, que la reprise globale se redresse, ce sera aussi un peu négatif sur l'or, qui aura joué le rôle de valeur refuge ces derniers temps. Donc c'est plutôt une relative stabilité, je dirais, entre un mélange de reprise de la croissance qui redonne confiance et puis un dollar qui baisse doucement. C'est plutôt une relative stabilité, peut-être. Je ne vais pas avancer sur ce que me disait mon collègue qui suit l'or. Donc je mettrais un truc autour de 1900 $ l'année prochaine dans ces eaux-là. Dans le contexte que l'on a. En gros, moi je dirais qu'aujourd'hui, regarder l'évolution du dollar, on regarde beaucoup plus les fondamentaux qu'il y a quelques temps. Hein, c'est un peu ça. Pour l'évolution de l'eurodoll, généralement, pour les entreprises, pour les couvertures, c'est compliqué. Parce que si on suit que les fondamentaux, ça peut marcher un temps, et puis dès qu'il y a un événement, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. C'est la raison pour laquelle c'est très très difficile de faire des prévisions. Il y a beaucoup de facteurs de risque, donc surtout sur le change, il y a la politique qui rentre en compte, il n'y a pas que la macro. Et donc sur le court terme, il y a beaucoup de facteurs de risque, comme par exemple le Covid, personne ne l'anticipait en février. C'était improbable et chaque année, en début d'année, on essaie de prévoir un petit peu les risques majeurs. On parlait du Brexit, on parlait des élections US, mais sûrement pas d'une pandémie qui a carrément bouleversé toute l'économie mondiale. Et puis, avec cette crise sanitaire, c'est du jamais vu. Donc, on pense qu'on a vu le plus dur. On pensait avoir vu le plus dur avec la crise Lehman en 2008. Et puis, finalement, voilà. C'est un peu ça. Il y a une question à nouveau. C'est bien. Donc, que préconisez-vous à des entreprises dont la majorité des encaissements se font en dollars pour se couvrir? Tiens, c'est pour toi. Une question pour Grégoire, ça. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Eh bien justement, effectivement, je pense que déjà c'est faire acte de bonne gestion que de se couvrir. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments d'incertitude, de risque qu'a évoqué Nordine. Au premier lieu, au premier rang desquels, je pense qu'on peut dire que les élections américaines, vraisemblablement déjà en tant que telles, avec la volatilité que ça provoque, mais aussi avec le risque de contestation qui monte de plus en plus. Enfin, moi, à titre personnel, c'est ce que je crains le plus, en dehors d'une victoire de l'un ou de l'autre, c'est cet état d'incertitude, comme l'a dit Nordine la dernière fois qu'il y avait eu le recomptage en 2000. Les actions étaient parties à la cave, la volatilité avait grimpé, etc. Là, on est en plus sur une contestation qui est déjà presque annoncée, hein, puisque à travers le nombre d'interviews, Trump a d'ores et déjà dit qu'avec les votes par correspondance, etc., on était à la veille de la plus grande fraude qu'aient connue les États-Unis potentielle. Donc c'est vrai qu'il y a un niveau de stress qui est important, et ça risque de faire bouger énormément les choses, et le dollar en premier lieu. Donc je dirais déjà oui, c'est important de se couvrir. A fortiori, si on pense qu'on va vers un affaiblissement du dollar dans les mois et dans les années qui viennent. Donc il faut se couvrir. Donc répondre quel produit, évidemment, c'est compliqué d'y répondre. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans un environnement qui est aujourd'hui très incertain, les volatilités optionnelles sont quand même relativement faibles, même si elles ont remonté un petit peu par rapport à leur plus bas. On est quand même sur des niveaux qui sont relativement faibles au regard des données historiques. Et donc moi je préconise quand même partiellement d'avoir recours à des achats de volatilité, d'achats d'options qui laissent l'opportunité de se couvrir, mais de profiter d'une évolution potentielle favorable d'un renforcement du dollar. Comme l'a dit Nordine, nos anticipations, et c'est aussi, je crois, les anticipations globales du marché, sont plutôt à l'affaiblissement du dollar.
Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent survenir et qui peuvent faire que que l'aversion pour le risque remonte, que les equity partent plutôt en bas et que le dollar se renforce. Donc dans ces cas-là, je crois que c'est plutôt pas mal d'être sur des couvertures qui seront au moins partiellement optionnelles pour profiter d'une évolution favorable du billet vert. Alors, j'avais oublié une question. La nouvelle politique européenne d'un endettement commun au titre du Covid protège-t-elle l'euro d'une crise de confiance comme lors de la crise des dettes souveraines? Déjà, est-ce que ça protège déjà, ça montre qu'il y a eu un peu plus d'unité que lors de la crise européenne. À l'époque, donc, il y avait eu des mesures qui avaient été mises en place. C'était l'austérité à tout va. Et là, clairement, la Commission européenne, le Parlement, enfin, tout le monde est d'accord pour que on relâche tous ces critères-là. D'austérité, de déficit, d'objectifs de 3%, etc. Tout ça a été mis de côté et on voit bien que tous les pays sont en train de mener des politiques ultra, en tout cas très accommodantes d'un point de vue fiscal pour relancer leur économie. Et pour l'instant, l'heure n'est pas à l'austérité et donc ça, c'est quand même plutôt positif. Il y a de ce côté-là une unité. On verra dans le futur, parce que tôt ou tard, il va falloir commencer à serrer la ceinture. Est-ce que c'est l'année prochaine? Je ne pense pas. Ça dépendra vraiment de la qualité de la reprise. Mais c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est comment on va évoluer, donc comment vont évoluer ces déficits publics, et puis surtout, ça dépendra de cette croissance. Donc tant que pour l'instant, il y a un accord au niveau européen pour... pas laisser filer les déficits, mais en tout cas pour relâcher les contraintes qui avaient été mises en place à la construction européenne, lors de la construction européenne. Donc effectivement, il y a ce relâchement, c'est plutôt positif, et donc il y a un commun accord, donc je ne vois pas ce qui pourrait maintenant peser sur l'euro de ce côté-là. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que vous en avez peut-être? En tout cas, écoutez, merci infiniment d'avoir bien voulu comment faire cette conférence pour l'IAE de Paris. J'espère que chacun a apprécié. Et il y avait 96 quand même participants qui sont connectés. Alors, ils sont un petit peu déconnectés là maintenant. Jusqu'à dans la salle, on a un sens, c'est impeccable. Voilà, c'est... Ah oui, avec les 4 en plus. Voilà, donc sur 131 inscrits, je pense que c'est quand même formidable parce que habituellement, il y a beaucoup de déperditions. C'est vrai, on a eu des 150, puis il n'y avait plus que 60 personnes dans la salle. Donc je suppose que le sujet était apprécié, etc. Donc malgré tous ces petits aléas, moi je trouve que ça s'est bien passé. Et en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie au nom de l'IAE d'avoir bien voulu faire cette conférence à la main levée quasiment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.